Vous allez avoir là. Voilà, donc bienvenue à tous. Alors, vous êtes beaucoup, nombreux même à nous avoir croisés sur le stand à Nantes. Pour rappel, donc la communauté, elle est née il y a à peu près 1 an et demi. On a organisé, aujourd'hui, c'est notre 17e webinaire dans lequel on fait intervenir des gens qui ont des choses à dire en matière d'émergence sur des secteurs agroalimentaires, agricoles et alimentation. Donc, on a reçu aussi bien une experte en microbiologie des sols, on a eu un expert en résilience territoriale alimentaire, on a eu des startups, j'en passe et des meilleurs, des algues, des insectes. On a eu beaucoup d'intervenants. Et puis, on a organisé 2 premiers voyages. Le premier à l'Agropole d'Agen. Donc, pour moi-même, je suis basé en Tarn-et-Garonne, donc entre le Quercy, dont on vient de parler, et puis aussi Montauban, pas très loin, donc proche de Cahors et d'Agen. Et Formidable, oui, la voisine. Jean-Baptiste. Et en fait, le deuxième voyage, lui, a été autour de Beaune, dans une forêt dite comestible. Donc, ça a été une des premières forêts comestibles en France, créée par Fabrice Desjours, pour ceux qui connaissent un peu, qui était représentée sur le stand à Nantes dans le Métaverne. Donc, on avait vraiment un stand autour du thème des forêts comestibles. Alors, ça ne nous empêche pas d'aborder, bien sûr, d'autres sujets autour de l'agroalimentaire en général et de l'alimentation. Donc, vous êtes les bienvenus dans cette communauté. Aujourd'hui, on a près de 200 personnes membres de la communauté et on envisage un 3e voyage début juin qui sera chez un agriculteur du nord de la Côte d'Or et qui cultive tout seul 400 hectares, qui propose des céréales et qui cultive à partir de macérat d'ortie et de consoude. D'homéopathie pour les plantes aussi, donc il est vraiment en avance, je trouve, dans sa démarche. Donc j'espère vous en dire plus très prochainement on a prévu de le faire le 1er et le 2 juin, donc si jamais le thème vous intéresse, voilà, il n'y aura qu'une quinzaine de places. On préfère des petits voyages qualitatifs à des grands trucs trop gros. Voilà. Alors là, j'ai le plaisir d'accueillir Max. Alors Max fait partie d'un groupement forestier, mais il va vous en dire plus. J'ai repéré cette émergence il y a de ça quelques mois de ça, et je me suis dit, tiens, il y a différents acteurs qui proposent aux citoyens de racheter des parcelles de forêt. Et en fait, ça va bien au-delà, et c'est ce que Max va nous présenter tout de suite. Donc, Max, j'en ai assez dit. Je pense que Max va nous présenter sa démarche et qui il est pendant une petite demi-heure. D'ailleurs, je vais partager mon écran parce que je crois que tu as un écran à nous partager, des choses à nous partager. Et puis ensuite, on aura un échange tous ensemble autour des questions qui seront soulevées par Max. Alors, je vais te mettre co-animateur, voilà, co-hôte, et je te donne la parole sans plus attendre. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci pour beaucoup pour cette invitation. C'est avec un grand plaisir, voilà, qu'on va pouvoir échanger ensemble. En tout cas, pour ma part, j'aime beaucoup pour avoir intégré, voilà, pas mal de réseaux, notamment sur Lyon, des réseaux d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprises. C'est un vrai plaisir toujours de partager nos expériences, nos questionnements, nos visions aussi sur le monde. Et après, sur cette thématique, pour vous, se nourrir demain, qui va être en lien avec la forêt, un petit peu plus loin. Donc là, nous, Servair, vous allez voir, on ne gère pas ou on ne plante pas de forêt comestible, on ne va pas jusqu'à se nourrir. En revanche, voilà, les écosystèmes forestiers sont très en lien avec l'agriculture. On va le voir tout à l'heure. Je vais vous partager mon écran. J'espère que vous le voyez. Je vais vous partager tout mon écran. Vous allez me dire si vous le voyez. Alors après, moi, je ne vous verrai plus. C'est bon. Mais en revanche, voilà, s'il y a des questions-réponses, si vous voulez une demi-heure de partage, je vais aller, ça va être rapide. Et puis après, on pourra faire des questions-réponses. Et au cas où, n'hésitez pas à intervenir si les choses ne sont pas claires. Rapidement, pour me présenter, donc, je suis cofondateur de Servair et co-gérant. Ça fait maintenant 3 ans que je travaille sur ce projet Servair.
Donc moi, je suis né en Haute-Savoie. J'ai grandi jusqu'à mes 18 ans, donc près du Mont Blanc en France. Et ensuite, j'ai un peu voyagé dans plusieurs pays, à la fois pour mes études et pour le travail. Et j'ai une expérience donc de formation école de commerce. J'ai travaillé en stratégie et marketing. J'ai notamment travaillé tout près de Louvain-la-Neuve pour, euh, pour l'Ouest, entreprise voilà, de chimie notamment qui a les pierres calcaires et qui transforme et pour de nombreuses applications. J'ai eu l'occasion de vivre et de travailler en Belgique. J'ai travaillé sur des thématiques aussi dans le secteur de la santé, toujours en marketing, en innovation et stratégie, avec cette approche vraiment de conseil auprès des dirigeants, avant de travailler pour une société d'assurance en marketing, April à Lyon, qui est une société d'assurance, où là j'ai travaillé sur les projets de transformation de l'entreprise. Et après ces formations, donc sur ce fil conducteur qui est pour moi l'expérience voilà, en gestion de projet, en marketing, en innovation et stratégie, euh, j'ai voulu me lancer pour Serveur. Et donc là, en fait, c'est venu. La motivation, c'est que j'ai grandi à faire des cabanes dans les arbres, dans les Alpes. J'ai grandi à la montagne. J'ai eu la chance de grandir à la montagne avec des champs et des forêts immenses, à faire des cabanes dans les arbres. Et j'ai toujours eu cet attrait pour l'écologie et l'environnement, la préservation de la biodiversité, comme de nombreuses personnes autour. Mais et j'arrivais pas à trouver comment m'impliquer, mais aussi à participer à des projets existants. Et en fait, j'ai découvert la possibilité, on va dire même juridique, hein, c'est parti d'un statut juridique, vous allez voir, Serveur en tant que groupement forestier, c'est de permettre à des citoyens de se réunir pour acheter des forêts et les gérer durablement. Et en fait, dès que j'ai appris l'existence de cette structure-là, de ce statut-là, pendant plusieurs années, j'ai réfléchi à mettre en place des projets de plantation d'arbres. Après, j'ai trouvé une certaine limite, et ce sera peut-être aussi l'occasion d'en débattre, d'en discuter. Voilà, des projets de plantation d'arbres. Et je voyais une certaine limite parce qu'on a voilà, tout un enjeu autour de l'achat de bonne conscience, ou sinon je voyage et je plante un arbre et je fais ma bonne action, et puis après je passe à autre chose. Alors que planter des arbres, ça ne suffit pas, il faut derrière les gérer, il y a tout un écosystème autour, derrière à gérer. Et j'ai découvert en fait sur le tard l'existence des groupements forestiers. Et donc, quand j'ai découvert ce statut-là, j'ai proposé à des amis, des proches au début, des membres de ma famille, des amis, on était une vingtaine, à créer le groupement forestier Serveur. Donc on rassemble des citoyens, des citoyennes, qui placent de leur épargne pour acheter des forêts et les gérer durablement. Et à partir de là, c'était vraiment l'envie, en fait, de concilier à la fois préservation de la biodiversité et approche participative. Pareil, là, vous êtes nombreux du secteur de l'agriculture. Vous connaissez certainement le programme Terre de Liens, le projet Terre de Liens, la foncière Terre de Liens, qui est aussi une association. Et bien, pareil, comme ce que fait Terre de Liens en réunissant des citoyennes, des citoyens qui vont investir, placer de l'épargne dans la foncière, et cette foncière va venir acheter des fermes pour ensuite aider des paysans à s'installer. Et ben nous, en fait, on va faire la même chose, mais pour la forêt. Après, on ne va pas aider des professionnels forestiers à s'installer, mais on va aider, en fait, on va mettre en place une gestion sylvicole durable sur ces écosystèmes forestiers. Donc voilà sur l'introduction rapide. Après, on pourra revenir dessus. Je vous partage quelques chiffres. En termes de constat, notre problématique au sein de Serveur, notre terrain de jeu et notre mission tourne autour de la biodiversité. Hein, c'est vraiment sur notre vision, pas seulement sur des forêts ou des peuplements d'arbres. On a vraiment cette approche, et ce que je voulais vous partager ce soir, cette approche écosystémique de biodiversité, voire même du vivant. Mais en fait, premier constat, c'est que 60% de la population, notamment de vertébrés sauvages, ont décliné de 60%, pardon, ont décliné de 60% au cours des 40 dernières années. Et en même temps, donc là c'est fait, on va dire plutôt chiffre un peu voilà, qui peut être assez pessimiste. Mais de l'autre côté, 55% du PIB mondial dépend de la bonne santé de la biodiversité, du vivant, des écosystèmes. Et on voit tout de suite le paradoxe. Voilà, à peu près 60% de la population de vertébrés a décliné, alors qu'en même temps, presque en pourcentage comparable, presque la même part du PIB mondial dépend d'une biodiversité en bonne santé. Autre chiffre, moi, qui m'interpelle beaucoup, c'est quand on partage, on va dire, la masse des espèces vivantes sur notre planète. 60% des espèces vivantes sur notre planète, en fait, sont du bétail, servent à nourrir les hommes ou à travailler directement, par exemple, pour les choux, à travailler pour les hommes. Il y a aussi un tout petit peu dans ce bétail, vous pouvez rajouter 1 ou 2% pour les animaux domestiques, mais plus de la moitié
en fait, du vivant sur Terre, voilà, sert en fait à nourrir indirectement ou à travailler pour les êtres humains. 36% des espèces vivantes sont des êtres humains et seulement 4% sont des espèces sauvages. Et par rapport à ça, une définition rapide, mais après je vais assez vite, hein, parce que vous êtes aussi peut-être des connaisseurs, donc je passe assez vite sur ces enjeux, on pourra y revenir. 3 types de biodiversité sur cet enjeu, sur cette définition de la biodiversité. Qu'est-ce que la biodiversité? Donc 3 types de biodiversité, la biodiversité génétique, ensuite la biodiversité des espèces et la biodiversité écologique. Ça, moi, ça m'aide beaucoup aussi quand on parle de biodiversité, mais de quelle biodiversité on parle? Donc la biodiversité génétique, c'est au sein d'une même espèce. Est-ce qu'il y a une diversité justement des gènes, on va dire, dans une même espèce? Est-ce qu'il y a une certaine diversité? Par exemple, nous, en forêt, ça va être dans les sapins pectinés, est-ce qu'il y a plusieurs gènes, et notamment dans le cadre de la transmission des générations successives, etc., une diversité des gènes. Ensuite, la biodiversité des espèces, dans un même écosystème, avoir une variété d'espèces. Donc là, par exemple, la photo sur le corail avec différentes espèces de poissons, etc., mais aussi d'étoiles de mer, de coraux, etc., différents. Et enfin, la biodiversité écologique. Donc là, en fait, vous l'aurez compris, on prend de plus en plus de hauteur. C'est la variété des écosystèmes qu'il y a dans le monde ou dans une zone géographique concrète. Là, à ce niveau-là, ça va être, par exemple, on va avoir des écosystèmes forestiers, on va avoir des écosystèmes urbains, on va avoir des écosystèmes agricoles, on va avoir des écosystèmes de montagne, ou après on pourra avoir des écosystèmes à l'échelle d'une île, ou voir, alors pour certaines zones géographiques presque d'un continent, par exemple pour nos hémisphères nord et hémisphère sud. Par rapport à ça, pareil, toujours sur la biodiversité, c'est qu'elle rend de nombreux services. La biodiversité, ça va être le lien aussi de ce partage, de cet échange aujourd'hui. Ensemble, c'est le lien entre entreprise et biodiversité. Donc là, je vous partage quelques services rendus par la nature, par les services rendus par la biodiversité. Et on peut voir que beaucoup, en fait, vont être en lien avec l'activité économique, mais aussi l'activité humaine, en termes de besoins. L'activité économique, par exemple, on va avoir en bas à gauche, source de matières premières, tout ce qui est activité économique touristique, tout ce qui va être en lien aussi, notamment avec l'agriculture. Et là, vous êtes beaucoup autour de la table, directement concernés par la santé du vivant, des espèces, des écosystèmes, et aussi de la bonne santé de la biodiversité. Je reviens donc sur les entreprises, plus précisément, le lien entre entreprise et biodiversité. Souvent, quand j'échange justement avec des dirigeants d'entreprises, des fondateurs d'entreprises, au moment quand on crée son entreprise ou quand on la développe, quand on la pilote, on n'a pas toujours conscience en fait de l'interconnexion entre la nature et l'activité de l'entreprise. Ça, je parle quand on a des activités, on va dire, indirectes en lien avec la nature. Quand on est paysan, agricole, quand on travaille dans le secteur agroalimentaire, on est directement en lien. Mais il y a aussi pas mal de nombreuses activités qui vont être en lien indirect avec la nature, pour lesquelles on va utiliser des ressources en eau, on va utiliser des ressources énergétiques, on va utiliser des matières premières ou dans le secteur de la construction, etc. Et en fait, là-dessus, moi, c'est vraiment un constat, c'est que sur les services, là, on le voit d'approvisionnement, de services de régulation, des services aussi culturels, il y a une interconnexion entre l'entreprise et la biodiversité. Et à ce niveau-là, en fait, moi, ce sera un sujet de discussion qu'on pourra avoir tout à l'heure. Vous, par rapport à votre entreprise, c'est plutôt une question ouverte, hein, comment vous voyez cette interdépendance, pas que dépendance, hein, mais plutôt cette interdépendance, l'impact de l'entreprise sur votre environnement et aussi comment vous vous approvisionnez ou qu'est-ce que vous demandez à votre environnement, à votre écosystème en termes de ressources et de consommation d'énergie. Donc là, on voit, voilà, relation entre entreprise et biodiversité. Il y a aussi tout ce qui est le service de soutien de la nature pour les entreprises, mais aussi en tant que particulier, sur les cycles des nutriments, la production primaire, le cycle de l'eau, la photosynthèse, etc. Son impact, justement, on a commencé à en parler, l'impact des entreprises sur la biodiversité. Là, très rapidement, en termes de graphique, pour commencer en haut, beaucoup d'entreprises vont avoir donc des entrants de matières premières, d'énergie, eau, air, sol, équipement. Et ensuite, en termes de sortants, on va émettre des produits finis, des rejets, des nuisances, des déchets, qui vont avoir un impact sur l'environnement. Et aujourd'hui,
ça peut être assez décevant sur cet impact-là, parce que encore aujourd'hui, très peu d'entreprises mesurent leur impact, on va dire leur impact sur l'environnement. Combien autour de cette table, dans votre entreprise, vous mesurez, on va dire, l'impact sur l'environnement, avec, comme par exemple, ça peut être dans votre rapport RSE, mais est-ce que par exemple, vous avez mis en place, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont mis en place des bilans carbone? Donc là, c'est plus sur l'enjeu climat. Et sur le bilan carbone, est-ce qu'il y a autant d'entreprises qui ont mis en place, par exemple, un bilan d'empreinte sur l'environnement? Donc là, c'est une petite question ouverte, vous n'hésitez pas à prendre la parole. Mesurez-vous en fait l'empreinte dans votre entreprise que vous avez sur l'environnement? Un petit tour Oui, oui, on il y peut en a faire qui un veulent. petit tour rapide. Oui, oui, oui. S'il y en a qui veulent s'exprimer, il n'y a pas d'obligation, hein. Bon, moi, je veux bien me lancer. Oui, nous, on a calculé depuis peu notre empreinte carbone, scope 1, 2, 3. Ok. Donc ça, c'est sur l'aspect climat. Et Et est-ce que empreinte vous faites... carbone. Empreinte carbone. Oui. Et Alors est-ce que nous, vous... oui. Alors nous Non, non, vas-y. sur le vignoble, alors on l'a fait avec l'AOC Ventoux, puisqu'il y a une étude qui a été faite sur l'AOC Ventoux sur comment contribuaient les vignerons aux émissions de CO2. Et nous, c'est principalement les bouteilles à 30% qui impactent notre production de CO2 en fait. Donc là, en ce moment, on est en train de travailler sur un système de bouteilles consignées pour pouvoir réutiliser les bouteilles, surtout avec l'augmentation des prix des bouteilles. Voilà, donc on a eu une étude là-dessus qui nous permettait de voir quels étaient les postes émetteurs dans le vignoble. Et après, on pouvait se comparer par rapport à ça. Moi, je vais parler pour le bâtiment. Dans le cadre de la construction neuve, alors on est en pleine évolution, puisque depuis la RE 2020, qui est la nouvelle réglementation qui régit la performance, la performance environnementale des constructions, il se trouve qu'aujourd'hui, systématiquement, toute notre production fait l'objet d'une étude carbone. Donc, on a à la fois sur la partie production, mais aussi sur un cycle de 50 ans. Donc, c'est vraiment une révolution chez nous. On a encore un petit peu de mal à en voir tous les périmètres. Il se trouve qu'on est maintenant dans une production, une activité qui est systématiquement évaluée dans son impact environnemental. On parle de l'énergie, mais pas que, puisqu'on parle voilà, du poids carbone, de l'empreinte carbone de notre production. Donc, c'est une révolution. Ça ne concerne malheureusement que le neuf, hein, donc à savoir 200 à 250 000 logements par an, et pas les 30 millions de logements déjà construits. Est-ce qu'il y a d'autres... De Oui. mon côté, donc moi je suis grossiste, hein, je suis un marché de gros, celui de Rouen, en fruits et légumes. Nous, on aborde pour l'instant plus la gestion des déchets, la réduction des déchets, notamment des DIB, en intégrant une quantification de ces DIB qui se met en place là actuellement, et une démarche qu'on a déjà entreprise de limiter en fait les déchets organiques qui partaient en méthanisation quand ils étaient triés, mais aussi en passant par des dons et de faire en sorte que la ressource ne soit pas gâchée. Et pour les autres, c'est que vous en mesurez pas forcément. Après, c'était un rapide tour de table. Muriel, vas-y. Oui, on a plusieurs actions, bah, évidemment, outre la traçabilité environnementale de tous nos déchets entrants. On a aussi, je vais dire, depuis 3 ans, on mesure le bilan carbone dans beaucoup d'actions faune-flore. Donc, on a des inventaires chaque année des espèces protégées, mais pas que, de l'ensemble des espèces. Et ça, depuis plus de 5 ans, on fait des inventaires et on a aussi des actions pour améliorer, je vais dire, les espèces, les habitats. Et donc, on a beaucoup d'actions en termes environnementaux, en fait.
Ah oui, ça c'est pas mal en termes aussi de traçabilité et d'actions complémentaires. On va le voir derrière, là je voulais vous partager, c'était des exemples d'initiatives d'entreprises, mais par rapport à ça, donc on voit, et vous l'avez partagé, même notamment dans le secteur de la construction, pour accompagner les entreprises, les acteurs économiques à évoluer, on peut avoir plusieurs leviers, des motivations par exemple dirigeants d'entreprise, des collaborateurs de l'entreprise. On peut avoir aussi des motivations par la réglementation, l'évolution de la réglementation, comme la RE 2020 dans le neuf, qui va venir faire évoluer ou même révolutionner des pratiques dans une filière. Et on a aussi la pression, on va dire, sociétale, et notamment des consommateurs, qui sont de plus en plus exigeants. Et notamment, donc là, l'étude de Forbes et Eurobaromètre, 62% des consommateurs favorisent des entreprises qui œuvrent pour le respect de l'environnement, de plus en plus, et 88% des individus qui aimeraient que les marques les aident à être plus écologiques. Là, plus que je m'arrête juste rapidement sur celle-ci, plus que du greenwashing ou communiquer, voilà, notre entreprise œuvre pour l'environnement avec un impact positif. Là, ce qu'on voit même, c'est qu'en tant qu'entreprise, c'est aussi de pouvoir être apporteur de moyens, de solutions pour des consommateurs qui, des fois, ne savent pas agir. Par exemple, là c'est un excellent exemple sur le système de consigne. Si on est simple citoyen tout seul et qu'on veut pouvoir réutiliser nos bouteilles, seul, on ne peut pas le faire. Alors que si on a toute une filière derrière qui se structure, qui se développe et qui permet à des citoyens d'avoir des consignes simples d'usage et à l'achat et à la consommation, c'est beaucoup plus facile justement d'avoir des actions en tant que citoyen écologique. Et là, c'est un autre point par rapport à ces chiffres-là, plus que voilà, une attente des consommateurs, c'est qu'en face, les entreprises peuvent, en plus de contenir leur impact sur l'environnement, peuvent aussi proposer des solutions pour accompagner les consommateurs, les citoyens, à avoir un impact positif justement dans leurs actes d'achat. Et en tant qu'entreprise, en fait, on a plein de possibilités d'agir, que ce soit des solutions fondées sur la nature, que ce soit des activités, par exemple, de sensibilisation et de mobilisation des salariés. Je ne sais pas s'il y a des entreprises autour de la table qui mobilisent leurs salariés pour les sensibiliser à la préservation de l'environnement, notamment dans vos secteurs. Une troisième brique, c'est la gestion des espèces exotiques envahissantes. Là, vous dites, mais en fait, comment, en tant qu'entreprise, on peut avoir un impact sur la gestion des espèces exotiques, voire envahissantes? C'est que notamment avec le commerce, et notamment international, vous allez pouvoir apporter de manière, que ce soit exprès ou même pas. Des fois, des entreprises, quand elles vont acheter certaines matières premières ou autres, ou se fournir à l'étranger, ou dans d'autres écosystèmes, là, pour le coup, elles vont ramener des graines, des animaux, etc. Et en fait, c'est que certaines plantes vont se retrouver dans des écosystèmes dans lesquels elles n'ont pas l'habitude de se développer, ou dans lesquels, par exemple, ça peut être le crabe bleu dans certains estuaires, crabe bleu venu des États-Unis, et qui maintenant pullule dans certains estuaires en France. Ensuite, il y a tout ce qui est reporting biodiversité. C'est là où je vous posais la question tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, peu d'entreprises font des reportings en matière de biodiversité ou évaluent ou mesurent des indicateurs. Par exemple, vous êtes plusieurs à partager le bilan carbone. Et ça, en fait, il y a eu une énorme sensibilisation, une énorme pédagogie sur les enjeux carbone, sur les enjeux climatiques pour contenir le réchauffement climatique et limiter donc nos émissions de gaz à effet de serre. Mais en matière de biodiversité, on a 10 ans de retard sur la sensibilisation. Quand on parle des COP, quand on parle des négociations climat, etc., en matière de biodiversité, et alors que justement le risque d'extinction de la biodiversité et le risque, comme on l'a vu en introduction, sur l'activité économique est encore même supérieur par rapport au changement climatique. Et enfin, cinquième point, c'est les corridors d'infrastructure et de biodiversité. Donc là, en tant que, par exemple, entreprise, là c'est le schéma du rail, mais les corridors, je ne sais pas si c'est clair pour les personnes autour de la table, oui, les corridors, et notamment écologiques, par exemple les trams, peut-être vous avez entendu parler des trams vertes, des trams bleues, des trams noirs. C'est en fait pour permettre aux espèces sauvages notamment de pouvoir migrer, de pouvoir se nourrir, de pouvoir se déplacer sans avoir d'obstacles liées à des infrastructures, que ce soit des infrastructures urbaines, que ce soit toute infrastructure développée par les hommes, des infrastructures de transport, etc. Et ça, c'est un autre point. Souvent, on a moins conscience en tant qu'entreprise que parfois, on morcelle beaucoup son territoire. Et justement, notamment quand on est des entreprises propriétaires foncières ou qu'on a un impact sur le secteur des infrastructures, on va pouvoir justement
lever les frontières, lever les barrières pour permettre à des espèces de se déplacer. Alors quand on est, voilà, certaines espèces ont bien plus de mal que d'autres pour franchir ces limites. Et enfin, dernier point sur les enjeux autour de la biodiversité et comment agir. Là, c'est une liste alors, non exhaustive, hein, et après, on pourra discuter sur vous, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qui pourrait faire que vous dites, on va essayer d'agir, etc. Après, il y a plein de freins. Les freins en termes de coûts, les freins en termes de sensibilisation, les freins en termes aussi d'intérêt pour développer son entreprise. Avoir un impact sur la biodiversité, on peut se dire directement, ça va être plutôt des coûts plutôt que des sources de revenus. Donc là, c'est les exemples que je vais vous partager en termes de sources de revenus complémentaires ou de sources d'innovation aussi. Avoir un impact positif sur l'environnement et aussi énormément source d'innovation. Donc là, par exemple, voilà, se positionner sur des nouveaux marchés, sécuriser ses chaînes d'approvisionnement, anticiper la réglementation, accéder à des financements qui intègrent de plus en plus ces critères environnementaux, améliorer sa notoriété, fédérer ses salariés en donnant du sens à l'activité, et aussi innover en s'inspirant du vivant. Un point, c'est que souvent on dit qu'à l'état sauvage, c'est la compétition, c'est la concurrence, c'est la guerre. On voit plein de reportages, je ne sais pas si vous continuez à en regarder, quand on regarde des reportages animaliers, beaucoup, c'est sur des espèces qui vont venir en manger d'autres, qui vont venir en chasser d'autres, qui vont venir se nourrir d'autres espèces. On a vraiment cette impression, quand on peut avoir cette impression qu'à l'état sauvage, il va y avoir énormément de compétition, de concurrence, et que c'est la guerre. Alors que justement, dans la nature, dans les écosystèmes, en pleine nature, il y a beaucoup plus de coopération que de compétition. En matière de symbiose, en matière d'adaptation, en matière d'entraide. Et après, là, on va revenir sur les écosystèmes forestiers. Par exemple, les arbres vont s'aider entre eux, mais aussi tout ce qui est le cortège des champignons vont venir migrer, se déplacer, grâce aussi avec les arbres. En termes de coopération, pareil, un arbre mort, avec plein de cavités, plein de trous, va venir aider et pouvoir héberger et permettre à des espèces d'oiseaux de se nourrir. Et donc ça, en fait, c'était pour vous partager aussi, et on pourra et justement aussi en termes de discussion tout à l'heure, c'est quels sont les exemples de coopération que vous avez dans la nature qui vous inspirent et que vous trouvez, ça peut être amusante ou inspirante ou en lien avec votre activité. J'en ai fini là-dessus et maintenant je passe rapidement sur Cervère et notre terrain de jeu français. 5-10 minutes pour vous présenter Cervère. Notre terrain de jeu, c'est la forêt française, 17 millions d'hectares, 31% du territoire. C'est la 4e forêt d'Europe. On a de la chance d'avoir 138 essences d'arbres. C'est une forte diversité grâce à des massifs de montagne, des écosystèmes différents entre les chaînes de montagne, la façade atlantique, la Méditerranée, etc., le bassin parisien notamment. On a de nombreuses essences d'arbres liées à des stations différentes, mais aussi par rapport à l'histoire de la gestion forestière française, avec des forêts royales, des implantations d'espèces, des introductions d'espèces, avec plus de 138 essences, notamment le chêne, le hêtre, le sapin et le pin que vous connaissez. Et en France, 75% de la forêt est détenue par des propriétaires privés. Donc c'est des personnes comme vous et moi, c'est des entreprises, des assurances, des fonds d'investissement. Ça peut être aussi des groupements de citoyens et souvent des cousins, cousines, frères et sœurs qui, dans le cadre d'héritage, ont justement hérité de forêts. C'est plus de 3 millions de propriétaires. Les forêts françaises sont très, très morcelées. Et il y a aussi, notamment dans les propriétaires forestiers, beaucoup d'agriculteurs. 25% des forêts sont publiques. Et aussi, la forêt, donc, aujourd'hui, doit faire face à de nombreux enjeux assez inédits, le changement climatique, le maintien de la biodiversité et une gestion durable. Par rapport au changement climatique, c'est que la forêt stocke chaque année 40 millions de tonnes de CO2, donc ça permet d'atténuer nos émissions de gaz à effet de serre qu'on émet en France chaque année. La forêt va venir capter plusieurs millions de tonnes chaque année. Maintien de la biodiversité, 80% des espèces terrestres, donc là c'est à l'échelle du monde, hein, pas de la France, mais 80% des espèces terrestres habitent en forêt. Et enfin, en termes de gestion durable, en France, juste pour la France, gestion forestière élargie, hein, la filière forêt-bois, c'est près de 400 000 emplois, c'est un peu plus que le secteur automobile. Donc là, je parle de la gestion forestière, bûcherons, débardeurs, jusqu'à la filière transformation du bois. Et dans ce contexte-là des enjeux liés à la forêt française, donc comme je vous le disais, il y a 3 ans, on a voulu créer Cervère,
Donc, on est une société civile, groupement forestier. C'est un statut, je vous en parle rapidement parce qu'en fait, ce n'est pas connu. Quand on parle de foncière, terre de liens dans le secteur agricole, ou FEV, ferme en vie, ou Time for the Planet, etc., c'est des statuts plutôt connus. Donc, nous, groupement forestier, on ne fait que acheter et gérer des forêts. En fait, on ne fait pas un don à une association, hein, c'est vraiment de l'épargne qu'on collecte, et on ne fait pas d'activité de transformation de bois. Pas encore. On a pas mal de sollicitations à ce niveau-là pour que Serveur se mette à transformer du bois. Mais aujourd'hui, on se concentre sur notre mission qui est de rassembler les citoyens et les organisations pour favoriser le développement des forêts françaises et préserver la biodiversité. À cela, quelques chiffres. Donc, on est plus de 230 associés, avec un capital social de bientôt 1 million d'euros. On a 4 forêts, donc ce sont 4 forêts en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc oui, comme je vous le disais, j'habite à Lyon et les premiers associés, on s'est retrouvés autour de Lyon, donc on a décidé de commencer localement, parce que après c'est aussi en lien avec notre activité, hein, et la forêt, c'est des activités très très locales, et même déjà quand on achète une forêt dans le nord de l'Ardèche, alors qu'on dit que l'essentiel de nos associés sont de Lyon, on n'est pas très bien vu. Et après, progressivement, on a des associés un peu partout en France. Je ne vous ai pas partagé la carte de nos associés. Avec 230 associés, on a pratiquement des associés partout en France. Et à ce niveau-là, on a notamment un des co-gérants de Serveur qui est à Montauban. On a un autre associé qui est à Paris, c'est là où il y a le siège social de Serveur. Et en termes d'historique, voilà, donc d'ici à 2025, on a envie d'être plusieurs centaines d'associés et avoir plusieurs centaines d'hectares. Alors, par rapport aux chiffres que je vous ai partagés juste avant, par rapport à 30 millions d'hectares, on reste une petite goutte d'eau, hein, dans l'océan ou une petite feuille dans une forêt. Et en 2023, en termes d'actualité, on est en train de créer une association. Donc, comme je vous le disais, Serveur, on réunit des citoyens qui placent de leur épargne, et avec cette épargne-là, on va acheter des forêts et les gérer. On propose à nos associés de venir en forêt et de pouvoir en fait participer à des sessions d'inventaire, de pouvoir participer à des sessions de martelage. Ils vont venir marquer des arbres à récolter. Donc en plus de placer de leur épargne, et en plus dans des assets, dans des patrimoines très concrets, hein, les forêts, ils savent où ça se trouve, en plus ils peuvent aller s'y balader. Là, on leur propose de venir les gérer. Alors attention, on ne demande pas à n'importe qui, ou des débutants ou des novices, de venir faire des choix, mais en fait, accompagnés avec des techniciens, des ingénieurs forestiers, ils peuvent venir en forêt et participer à des sessions de martelage. Et on est vraiment dans cette approche-là, comme pour, par exemple, Terre de Liens dans le secteur agricole, mais aussi il y a des personnes dans le domaine viticole. Pareil, dans le domaine viticole, de plus en plus de citoyens se réunissent pour acheter, par exemple, certains domaines et participer en fait au développement de l'activité. Donc c'est vraiment la même chose, et nous, on le fait pour la forêt. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en termes d'activité? On fait de l'acquisition foncière, de la gestion forestière. Serveur, on n'achète pas des forêts pour les mettre en libre évolution ou les mettre sous cloche. Il y a une partie de nos forêts, sur les 70 hectares, il y a une partie de nos forêts qu'on a décidé de laisser en libre évolution pour des intérêts de préservation de la biodiversité. Mais la très grande majorité, on souhaite faire de la production de bois de qualité, locaux. On vend nos bois à des scieries locales. Et ensuite, derrière, donc on exploite ces forêts, on abat des arbres, etc. Il y a une exploitation. Et d'ailleurs, actuellement, hier, j'étais sur notre chantier à Vaucans, en Ardèche, où on a justement clôturé notre première récolte de bois au bout de 3 ans. On fait aussi de la sensibilisation, que ce soit auprès des associés, mais aussi des citoyens. On fait de la mobilisation, préservation de la biodiversité et de l'exploration. Là, c'est un petit focus, c'est sur l'adaptation au changement climatique. Il y a 2 approches. Une, c'est faire totalement confiance aux dynamiques du vivant. On dit, on n'intervient pas. Et une autre possibilité, c'est de pouvoir tester des nouvelles essences. Alors après, Serveur, on ne va jamais, par exemple, raser toute une forêt et planter des nouvelles essences d'arbres. On va le faire par enrichissement progressif pour justement avoir un changement progressif et ne pas complètement révolutionner un écosystème trop rapidement. Je vous passe la feuille de route, je pense que j'ai dépassé sur le temps, j'accélère. Et enfin, comment participer en tant qu'entreprise, que ce soit par exemple chez Serveur, mais sur les liens en lien avec la forêt, et des acteurs comme Serveur. Vous pouvez devenir associé, engager votre entreprise sur des projets locaux et durables. Donc là, après, on n'a pas encore de forêt, notamment vous êtes plusieurs dans le sud-ouest ou ailleurs en France. On recherche activement des forêts maintenant partout en France. Serveur, après avoir commencé en région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, on se développe maintenant partout en France. Et on souhaite le faire, et on souhaite aussi accueillir de plus en plus d'entreprises qui pourraient rejoindre et investir dans Serveur.
Vous pouvez aussi travailler sur la sensibilisation des collaborateurs. Server, on accompagne sur la réalisation des fresques de la biodiversité. Peut-être qu'autour de la table aussi, pareil, vous avez eu l'occasion de réaliser des fresques du climat qui sont déjà très connues, mais comme je vous le disais, on a quelques années de retard sur les enjeux de préservation du vivant et de la biodiversité. On réalise aussi des fresques de la biodiversité, ça existe. On peut organiser aussi des sorties en forêt. Ça peut être aussi l'occasion de fidéliser des clients qui souhaitent avoir un impact positif sur l'environnement. Donc, on ne va pas forcément proposer de planter un arbre, mais plus de participer à une gestion forestière sur le long terme. La possibilité de donner, de compenser les émissions de CO2, de faire du mécénat de compétences aussi. Vous dites, sur la forêt, mon activité d'entreprise peut être assez loin, mais on a pas mal d'activités, et pas que sur la gestion forestière, où on recherche des compétences. Ça peut être dans l'informatique, ça peut être sur la sensibilisation, sur la pédagogie, ou si vous avez des collaborateurs qui peuvent être prêts justement à donner de leur temps. Et aussi mettre en place un projet de biodiversité. Donc sur le parrainage des arbres, ça peut être aussi parrainer des ruches, ça peut être, ça c'est des projets qu'on construit, qu'on se met à co-construire en fait avec des entreprises. Et par exemple, sur des enjeux, des exemples, c'est qu'on est en train de construire un programme, par exemple, avec une entreprise de l'acteur du secteur ferroviaire, par exemple, qui a un fort impact sur le foncier. Et en fait, on essaie de travailler avec eux sur une fresque de la biodiversité pour sensibiliser les collaborateurs. On les a invités aussi justement avec la SNCF pour aller justement visiter et évaluer sur le terrain l'impact des infrastructures ferroviaires sur la biodiversité et notamment sur des choix de gestion forestière. Et le troisième point, c'est qu'on permet aussi aux associés, aux employés de cet acteur d'investir au sein de Server. Voilà, j'ai un petit peu accéléré, je suis allé assez vite, mais voilà, quelques sujets. Après, le plaisir, ce serait justement d'échanger ensemble et de répondre à vos questions, à vos retours, à vos remarques, comme je vous le disais. Alors, est-ce que d'ores et déjà il y a des questions? N'hésitez pas, vous pouvez aussi écrire dans le chat si vous préférez écrire, mais c'est plus sympa d'entendre les voix. Moi, je vais commencer. Alors, s'il n'y a pas de questions, mais je pense qu'il va y en avoir. Mais moi, j'ai quelque chose qui m'interroge. Tu nous as parlé des statuts juridiques, là, donc du statut particulier qui s'adresse plutôt aux citoyens, si j'ai bien compris. Et est-ce qu'il y a donc un statut spécifique à créer ou en création pour accueillir des entreprises qui aimeraient participer ou s'investir dans un projet existant ou un projet à créer de rachat de forêt, quoi? Bonne question. En fait, Server, on a détourné ce statut de groupement forestier qui, historiquement, a été créé il y a plusieurs dizaines d'années, en fait, pour faciliter les successions. Vous avez des parents et pour faciliter les successions en indivision, etc., la création de groupements forestiers. Et nous, on a juste détourné ce statut-là pour permettre à des citoyens et des citoyennes d'investir. Sauf qu'il y a un énorme frein, et on a des entreprises qui nous ont déjà contactés, alors peut-être que vous, en tant qu'entreprise, vous aimeriez quand même investir, mais c'est que dans le statut de groupement forestier, il y a une responsabilité illimitée des associés, comme dans toute société civile. Et là, le groupement forestier fait partie des sociétés civiles. Et donc là, Server, on est justement en train de travailler à faire évoluer notre statut de groupement forestier aujourd'hui à une foncière, au même titre que, par exemple, Terre de Liens, mais c'est donc société en commodité par action. Et donc Server, on est en train de travailler dessus, on va le proposer à nos associés qui nous ont donné l'accord, mais maintenant, il faut le voter en assemblée générale, il faut proposer les statuts, il faut faire le changement. Mais Server, courant 2023, on devrait évoluer de statut de groupement forestier à statut de foncière forestière citoyenne. Et là-dessus, ça va nous permettre d'accueillir beaucoup plus d'associations, d'entreprises qui, pour l'instant, il y a un certain frein pour dire maintenant, s'il y a une responsabilité illimitée, même si vous êtes couvert à la responsabilité civile, même si si vous prenez des assurances pour des incendies et autres, je ne peux pas faire courir ce risque, même infime, à mon entreprise, je ne peux pas le faire courir. Et on a des acteurs qui sont venus toquer à notre porte pour investir, mais voilà, il y avait ce frein-là avec groupement forestier, le statut de groupement forestier. Et donc, 2023, on devrait passer foncière forestière. Avec la possibilité, donc là, où les entreprises, mais les citoyens, les citoyennes, tout le monde pareil, en fait, auraient un risque de perte en capital, mais limité à l'apport en capital. Alors qu'aujourd'hui, avec la responsabilité illimitée, les associés qui ont rejoint Server, ils sont plus de 200, bon, un peu fous, mais ils ont, il y a un risque de perte plus en capital
que l'investissement initial. Alors, il y a une question de... Merci, hein, Max, pour la réponse. De rien. Il y a une question de Jean-Marie qui ne peut plus parler et qui nous demande quels sont les indicateurs biodiversité pour une entreprise. Alors, alors, je pourrais revenir où... Tu peux repartager l'écran si tu veux. Hop, hop, hop. Vous allez en avoir plusieurs. Alors, attends, il faudrait que je le retrouve. J'arrive à partager mon écran. Bon. Ben, pour l'instant, non, mais ça va venir si tu cliques sur le bon... Mince. Bon, mince. Alors, attends. Donc, sur les indicateurs, quels seraient en fait les indicateurs? Il y a plusieurs... Là-dessus, il ne va pas y avoir... Nous, par exemple, on a des indicateurs chez Server. On a des indicateurs... on a... Bon, non, mais de toute façon, ça va être juste l'item reporting biodiversité en entreprise et ses indicateurs. Là-dessus, quels sont les indicateurs pour les entreprises? En fait, ça dépend de votre secteur d'activité. Par exemple, bon, là, on l'a vu dans le tour de table tout à l'heure, c'était ça aussi qui était déjà intéressant. On voit que la mesure de l'impact sur la biodiversité, sur les vivants, sur les écosystèmes, en fait, il va être différent par filière. Donc là, moi, je n'aurais pas un indicateur unique à vous transmettre. Par contre, vous pouvez, en fait, un indicateur commun qui fait foi de matière transversale, comme on peut avoir l'empreinte carbone ou voilà. Je mesure mon empreinte carbone en tant que citoyen ou en tant qu'entreprise. Vous pouvez mesurer votre empreinte écologique en tant qu'entreprise ou en tant que citoyen. Et en fait, ça va venir vous donner un chiffre en termes de surface. C'est combien de surface terrestre vous avez besoin, soit pour vivre en tant que citoyen et de consommer, etc., soit en tant qu'entreprise. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est votre empreinte écologique. Donc, ça va venir prendre en fait, la surface terrestre nécessaire pour répondre à vos besoins. Et là-dessus, vous pouvez le faire en tant que citoyen ou en tant qu'entreprise. Après, en fait, il y a énormément de critères, et ça dépend des filières, des secteurs, et aussi ça dépend des labels. Il y a de plus en plus de labels ou de certifications qui se développent et qui vous proposent en fait une grille d'indicateurs à mesurer. Mais ça, voilà, ça dépend vraiment des secteurs. Et le plus commun, comme l'empreinte carbone, ça va être l'empreinte écologique qui va vous donner en fait une surface en kilomètres carrés ou en mètres carrés ou en une surface sur votre empreinte par rapport à votre empreinte écologique. Donc à ne pas confondre avec l'empreinte carbone qui, elle, en fait, traduit vos actions, achat ou consommation de ressources en tant qu'entreprise, mais d'un point de vue gaz à effet de serre. Alors, d'autres questions. Oui, est-ce que vous allez avoir un projet de forêt nourricière? Nous, c'est une question. De l'APM? Oui, c'est une bonne question. Et en fait, on a, alors notamment sur les forêts nourricières, en fait, on a des projets, on nous a proposé de faire des forêts nourricières sur des petites surfaces, sur quelques milliers d'hectares. Pardon, sur quelques milliers de mètres carrés. Mètres carrés, ouais. Quelques petits hectares, exact, oui, quelques milliers de mètres carrés. Quelques petits hectares. Et c'est souvent des zones périurbaines, ou sinon, c'est aussi parce qu'on a des associés, notamment notre co-gérant qui est à Montauban, il a une exploitation agricole, et donc on réfléchit à mettre en place ce type de projet. Je pense qu'effectivement, ça a du sens de ce que j'ai vu à la convention APM. C'est des forêts qui sont assez autonomes, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau forcément, donc c'est clairement intéressant par rapport à l'évolution des choses aujourd'hui. Exactement, exactement. Après, en termes d'échelle, nous, c'est que, alors, en fait, par exemple, sur des forêts nourricières, pour l'instant, mais justement, bah, ça, c'est à échanger avec d'autres professionnels sur cette thématique, c'est que nous, sur les forêts pour de la production de bois ou des écosystèmes forestiers, on va raisonner sur plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'hectares de forêts. Alors que sur des forêts nourricières, on peut raisonner sur des tailles d'écosystèmes un peu plus petites. Exactement. Ouais. Et donc après, c'est pas la même chose quand on est dans un massif forestier, pardon. Alors des forêts nourricières dans un écosystème forestier, par exemple, avec très peu d'habitation autour, ou si on a des forêts nourricières avec un peu plus d'habitation autour, des citoyens, de citoyennes qui vont venir, qui vont pouvoir aussi la gérer sur cette participation-là. Et c'est pour ça qu'on a ce type de projet-là, nous, sont plus proches des exploitations agricoles existantes,
ou de zones périurbaines où on a quand même une forte densité de population par rapport, par exemple, à l'Ardèche. On s'est posé la question à certains massifs forestiers où on a des forêts en Ardèche. En fait, à proximité, ça s'y prêtait moins. Mais après, je demande qu'à être challengé sur cette notion de, on va dire, de densité ou de population à proximité et d'écosystème et d'ordre de grandeur. Mm. Je ne sais pas vous, ce que vous l'avez testé, vous en avez discuté? Non, moi, je suis en train d'y penser, justement. C'est pour ça que j'étais intéressé par le stand qu'il y avait à l'APM. Pour en faire une chez moi, là, j'ai une petite parcelle de bois à racheter et je voulais utiliser 4-5 000 mètres carrés pour faire une forêt nourricière. Parce que je trouvais que ça avait du sens. 400 000 Alors, en mètres fait, carrés, un demi-hectare. Ouais. En fait, on a un secret au niveau de la communauté qui s'appelle Se Nourrir Demain, c'est faire en sorte que chaque club APM puisse s'investir ou sponsoriser ou une forêt qui serait comestible, alors, ou pas comestible, mais comestible, ça serait chouette, de façon à pouvoir à la fois amener des salariés, faire des chantiers collectifs, amener les familles, voire même des expertises APM au sein de la forêt, pourquoi pas. Donc, et là-dessus, il y a eu un écho favorable lors du Métaverne à Nantes. Là, on a eu au moins 7 ou 8 personnes qui nous ont dit mais oui, mais nous, on est prêts, on a le terrain, on a la volonté, il y a suffisamment de personnes au sein du club APM, que ce soit l'animatrice ou l'animateur ou les membres qui ont la volonté de le faire. Donc après, on peut imaginer plein de formules différentes. Et moi, un des rêves que j'ai, ça serait d'avoir un réseau de forêts comestibles connectées, labellisées APM, par exemple, où chaque club pourrait emmener les gens, les citoyens, les collectifs, les écoles, les familles, les salariés, les collaborateurs, bref, voilà quoi. Ça pourrait être très sympa à terme. Bah là, typiquement, en périphérie de Lyon, en banlieue de Lyon, en périphérie de Lyon, on a un projet, donc là, c'est sur 2000 hectares, c'est pas beaucoup. Et en fait, on discute soit une forêt pour en faire une forêt nourricière, soit pour en faire une forêt Miyawaki. Donc là, c'est les forêts, peut-être que vous avez vu ça, des forêts, enfin, donc c'est des micro-forêts, avec 3 plants d'arbres au mètre carré. Donc ça en fait des forêts très très denses qui poussent très très vite et très très haut. Enfin, très très haut, pas forcément, ça dépend du sol. Mais qui poussent en tout cas très très vite, avec justement cette forte concurrence entre les arbres, entre eux, notamment dans leur plus jeune âge. Donc on hésite entre ces deux projets dans une ville autour de Lyon. Alors Virginie, tu peux peut-être parler de ce que tu viens d'écrire, non? Si tu souhaites. Oui, en fait, du coup, moi, ma seconde casquette au sein d'un bureau d'études expert en agroforesterie fait que je suis entourée d'experts de l'arbre et qui accompagnent des projets d'agroforesterie, principalement dans le Gard, en Occitanie, en PACA, mais pas que, parce qu'il y a leur casquette recherche depuis plus de 25 ans sur l'interaction et l'apport des arbres dans l'agriculture auprès des végétaux, ou de plus en plus aussi dans l'élevage. Fait qu'ils sont sollicités pour intervenir un petit peu partout, en France et à l'étranger. Et donc, on accompagne localement, là, dans le Gard, pas mal d'agriculteurs et on avait proposé pour l'anniversaire d'APM Nîmes de faire une animation autour de l'arbre et on a organisé un chantier de plantation. Donc, c'était super. C'était aussi la rencontre avec un agriculteur qui met en place son système en agroforesterie. Et les membres d'APM Nîmes qui étaient vraiment enchantés de contribuer, de participer à la plantation. C'était il y a 3 saisons maintenant et chaque année, je leur redonne des nouvelles des arbres et on maintient ce lien entre l'agriculteur qui a été soutenu et le groupe APM. C'est un exemple vraiment lié à APM. Après, j'ai d'autres exemples, bien sûr, dans la région, puisque ça fait partie de ma mission de créer ce lien entre nos chercheurs, experts et des entreprises du territoire qui veulent découvrir l'agriculture autrement autour de l'arbre. Non, c'est hyper intéressant. Et justement, ce type d'événements sont hyper pédagogiques, ludiques, et on découvre plein de choses. Et pas que sur les essences qu'on est en train de planter, hein. Aussi sur soi, sur l'effet de groupe, sur la patience, sur le travail manuel. Et puis le lien est magique parce que moi je me retrouve un peu avec les 2 entreprises dans lesquelles je suis associée, donc la Courbe Verte qui est dans l'animation de réseau et l'accompagnement dirigeant et l'agroforesterie de l'autre côté. Et en créant ce lien, c'est vrai qu'il y a des sujets qui émergent comme les notions de temps,
par exemple, où on est dans l'entreprise avec des agendas pleins à 2 mois et où à la fois en agriculture et dès qu'on a un métier en lien avec la nature, on est à la fois sur la saisonnalité, donc on a une projection à long terme dans l'agroforesterie, on plante des arbres maintenant pour des services qui vont rendre dans 15 ans. Donc c'est vraiment avoir une vision à long terme, donc, que les dirigeants doivent avoir aussi. Mais il y a cette notion au niveau du quotidien, de faire en fonction de la météo. Et donc, du coup, il y a toujours des échanges et des notions comme ça sur des contraintes liées au temps, à l'organisation, à la vision qu'on a de son activité qui sont assez intéressantes. Moi, j'avais une question par rapport aux solutions que vous apportez aux entreprises. En termes de bilan carbone, quel est votre lien en fait entre les hectares exploités et les tonnes de CO2 en fait? Quel est votre raisonnement par rapport à ça? Alors, on va pas aller jusqu'à... C'est une bonne question. Après, nous, on va pas aller jusqu'à l'achat aujourd'hui de crédit carbone. On pourrait le faire, par exemple, en plantant des arbres ou voilà, en vendant des crédits carbone. Sauf qu'aujourd'hui, on est encore... on réfléchit avec d'autres acteurs, avec un niveau, une grille d'évaluation bien plus exigeante que les achats de crédit carbone aujourd'hui sur quand on plante un arbre à l'autre bout du monde ou des champs d'eucalyptus, on obtient plein de crédit carbone alors que sur un arbre sur 4 va atteindre l'âge adulte, même moins, etc. Donc on est en train de travailler avec d'autres entreprises qui travaillent sur ces sujets-là, en fait, pour avoir une juste valorisation et aussi de prendre en jeu, en fait, que quand on plante des arbres, par exemple, eh ben, il y a un énorme taux de perdition, de déperdition. Premier point. Deuxième point, autre proposition aux entreprises, en plus de ces crédits carbone, en fait, voilà, donc on va aller plus loin. Et en fait, sur cette approche crédit carbone, c'est qu'on ne veut pas les associer seulement à des plantations d'arbres. On va le faire. Hein. On a plusieurs hectares, par exemple, là où on aimerait planter, faire de la plantation par enrichissement. Donc, on va venir planter quelques centaines d'arbres au milieu de plusieurs hectares. Autre point, c'est la capacité de stockage du sol et aussi de la biomasse, en fait, en ayant un volume de bois qui augmente sur nos parcelles de forêt. Donc là, par exemple, nous, c'est que notre forêt pousse à raison de 2, on va dire, ça dépend des essences, entre 1 et on va dire 3 à 4% par an, en termes de masse, voilà, de 1 à 4% par an de volume, et c'est pratiquement autant de captation de CO2 en plus. Et donc, ce n'est pas que sur de la plantation d'arbres, mais c'est aussi de proposer, ça peut être à des entreprises, de soutenir et d'accompagner cette gestion sylvicole sur la captation de CO2 qu'il y aura en plus grâce à ces forêts gérées durablement. Mais pareil, sur ces 1, 2, 3, 4%, c'est très faible et c'est un engagement sur le plus long terme. C'est que 1%, 1, 2, 3% du volume de bois sur pied à l'hectare. En fait, c'est soutenir et accompagner plusieurs dizaines, centaines d'hectares pour quelques tonnes de CO2. Donc, on réfléchit à la fois sur la plantation et sur la gestion durable des forêts avec l'augmentation du volume de bois et le volume de la biomasse, en fait, à l'hectare. Alors, on n'a pas entendu Sébastien qui est arrivé en retard. Sébastien, tu veux nous dire, si tu veux mettre le son et dire d'où tu appelles et qui tu es? Non. Sébastien? Bon, pas de Sébastien. Sinon, n'hésitez pas. Je pense, je vois Hubert, Jean-Baptiste, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, moi, je voulais poser une question. C'est quelle est en fait la raison d'être de Cervere? Quelle est l'ambition? Est-ce que c'est uniquement autour de la biodiversité? Est-ce que c'est plus largement sur la promotion de la forêt? Enfin, qu'est-ce qui vous anime à long terme? Ce qui nous anime à long terme, c'est de pouvoir répondre à nos besoins en termes de bois, de production de bois local, tout en ayant un impact, on va dire, contenu ou même voire positif sur la biodiversité. Et c'est vraiment pouvoir concilier une gestion durable de la forêt avec cette préservation de la biodiversité et de redonner, en fait, de pouvoir héberger du vivant dans les forêts françaises. Après, à cela, il y a un deuxième point, c'est de le faire de manière participative
en fait, en invitant les citoyennes et les citoyens en forêt. Et ça, c'est de manière participative, mais aussi collaborative, c'est en équipe faisant. Alors, c'est pas forcément faire appel à l'intelligence collective, c'est un terme de plus en plus galvaudé. Là-dessus, en fait, c'est que les citoyens vont venir faire des financements participatifs. On va réunir des centaines de gens et on espère après atteindre plusieurs milliers de personnes qui vont placer de leur épargne. Et en fait, là, on le voit, c'est que sur la mission et sur l'impact de Cerver, c'est qu'on re-questionne en fait cette notion de commun, on re-questionne cette notion de forêt, de bien commun, et notamment donc les écosystèmes forestiers, on le re-questionne. Et ça, en fait, on s'en est rendu compte, pas forcément dès le début en créant Cerver, on s'en est rendu compte progressivement. Quand on a des dizaines, des centaines de citoyens qui s'impliquent dans la forêt gérée juste au-dessus de leur massif, alors qu'avant, ils n'en étaient pas propriétaires, et qui se questionnent et qui participent à des chartes forestières, qui participent à des programmes territoriaux, qui vont venir en forêt au-dessus de chez eux, alors qu'avant, ils ne le faisaient pas, bah ça, il y a il y a toute une mission, on voit, qui nous surpasse, qui nous dépasse de la création en termes d'impact, c'est de questionner cette notion de commun, notamment des écosystèmes forestiers. Et sur le choix en fait, de la sylviculture que vous appliquez, elle est choisie par les personnes ou est-ce que les gens vos adhérents ou vos associés choisissent, parce qu'il peut y avoir plein de formes de conduite sylvicole différentes, et donc comment en fait vous vous mettez d'accord sur les choix et l'arbitrage entre l'économique et l'écologique? Oui, alors sur les choix, en fait, de manière stratégique, après là, on va rentrer sur de l'organisation, sur de la gouvernance et du management d'organisation, c'est que sur les choix stratégiques, même de base, par rapport à nos convictions, nos valeurs, on les a définis dès la création. Donc on a une charte qui définit en fait notre approche en matière de sylviculture pour dire, on ne va pas faire de coupe rase, on va plutôt favoriser la diversité des essences, on va faire des récoltes d'arbres moins intenses mais plus fréquentes, etc. Donc là, en fait, on a posé les bases dès la création sur cette approche-là. Ensuite, sur la stratégie sylvicole, on rentre un petit peu plus dans le détail. C'est que là, sur les itinéraires sylvicoles, etc., donc pour Cerver, et sur cette stratégie-là, et notamment sur la pérennité économique, ça, on le discute en fait en assemblée générale, on le discute avec les associés. Et donc cet équilibre-là, ensuite, il est derrière défini jusqu'où on va, en fait. Ça, c'est défini avec les associés, c'est en cours de négociation, c'est de la négociation en fait avec les associés en assemblée générale. Et ensuite, il y a le troisième niveau, qui est le dernier, en fait, c'est est-ce qu'on décide de couper cet arbre ou plutôt qu'un autre? Ou sur cette parcelle-là, est-ce qu'on va faire un éclaircissement de 5 ou de 10 ou de 15%? Sur cette parcelle-là, pareil, on est dans le Puy-de-Dôme, par exemple, on est sur une hêtraie sapinière, 80% de sapins, 20% de hêtres, quelques brindilles d'autres essences. Est-ce qu'on apporte des nouvelles essences si, par exemple, on a envie de faire de l'enrichissement ou pas? Sur ces micro-décisions, en tout cas sur ces décisions très locales, là, c'est notre pôle gestion forestière, avec des techniciens et des ingénieurs forestiers, ce sont des techniciens et des ingénieurs forestiers qui décident. Et pour prendre ce genre de décision-là, en fait, on ne demande pas à l'avis des 200, plus de 200 associés, ce serait l'enfer, c'est impossible. Là, l'intelligence collective ne fonctionnerait pas, et surtout que pour couper un arbre ou le garder, en fait, vous avez autant de choix et d'avis que d'individus. Donc là, on le fait en comité restreint pour tout ce qui est décision locale. Donc voilà, les valeurs, les principes définis à la création, et ça, ça va pas forcément beaucoup bouger. Ensuite, la stratégie, jusqu'où on va, définir en assemblée générale. Et ensuite, tout ce qui est décision locale, ça, on a décentralisé la prise de décision avec notre organisation, le pôle gestion forestière. Ok. Merci pour ces précisions. J'aimerais juste comprendre, j'ai toujours pas compris le modèle économique de Cerver. Ah, je ne l'ai pas expliqué. Mais oui, allez-y. Tu parles de placer de l'épargne, donc c'est-à-dire que c'est pas du mécénat. Les gens qui veulent placer de l'épargne, en général, ils placent 100 pour espérer récolter un peu plus. Du coup, vous achetez des forêts qui sont dans un état X, vous les transformez en, j'y connais rien en sylviculture, mais en état Y. Et donc, ça génère, j'imagine, un profit pour les épargnants. Là, il faut même m'expliquer comme si j'avais 5 ans parce que je suis perdu. Là. Eh ben, c'est qu'en plaçant de ton épargne, c'est qu'au sein de Cerver, on vise la pérennité économique
mais on ne s'engage pas sur de la rentabilité annuelle. On ne s'engage pas sur 1, 2, 3% de croissance, de versement de dividendes. Donc c'est entre le mécénat et le don aux associations. Alors après, ce n'est pas du mécénat ni du don à l'association, parce que si tu investis 100, admettons, aujourd'hui, tu pourras ressortir, et on le souhaite, ressortir avec 100 demain. Ou voire un peu plus, parce qu'en fait, comme dans l'immobilier, premier point, c'est que quand on investit dans l'immobilier, il y a un avantage fiscal souvent. Et là, au sein de Cervère, c'est que 25% de l'investissement, il y a un crédit d'impôt et une réduction d'impôt de 25% du montant investi. Exactement. Donc là-dessus, comme dans l'immobilier, il y a un avantage fiscal. Alors après, il est plafonné très rapidement. Il est plafonné à 6 250 € d'investissement par personne et 12 500 € quand on est en couple. Ensuite, comme dans l'immobilier, il y a la valeur du bien en tant que tel qui peut prendre de la valeur. Et les forêts françaises, bien que les écosystèmes et de plus en plus de travaux et d'observations montrent que les forêts progressivement souffrent du changement climatique en France, le prix des forêts françaises continue d'augmenter. Comme dans l'immobilier, on achète un bien, une maison, un immeuble, et tous les ans, il va prendre 1, 2, 3, 4, 5%. Les forêts françaises, et ça, c'est déterminé par la valeur des bois, les forêts françaises continuent de prendre de la valeur chaque année. Après, ça, je ne mettrai pas ma main à couper pour les années à venir, notamment avec le réchauffement climatique. Et comme dans l'immobilier, on peut avoir des revenus issus de la location. Alors, ça ne revient pas tous les mois. Quand on achète une maison ou un appartement et qu'on le met en location, on a des revenus chaque mois quand ça se passe bien, quand on a des locataires qui payent. Mais sinon, en forêt, on va avoir des revenus. Donc voilà, pas tous les mois, mais tous les 8-10 ans. On achète une forêt de quelques hectares et Cervère, on va avoir des revenus issus de la coupe de bois. Tous les 8-10 ans, on va faire une éclaircie. Et en fait, le modèle économique, pour faire très simple, donc on collecte de l'épargne. Pratiquement 100% de cette épargne-là sert à acheter des forêts. On a 3% de frais d'adhésion et pour l'instant, on est presque à l'équilibre. Mais voilà, pratiquement 100% de l'apport en capital, 95% sert à l'acquisition de forêts, quand quelqu'un fait un investissement. Et sinon, donc ça, c'est emploi ressources. Et pareil, en termes de fonctionnement, en fait, on fait de la récolte de bois, plus les frais d'adhésion, qui nous permettent de financer le fonctionnement de Cervère, qui sont, nous, les co-gérants, pour rémunérer la masse salariale, et les frais de fonctionnement, mais qui sont très light, parce que quand on fait des chantiers, quand on fait appel à des bûcherons, des débardeurs, tout ça, en fait, on engage des dépenses, alors qu'en face, on va avoir des revenus. On engage des bûcherons, quand en face, on va avoir des revenus issus de la coupe de bois. Le bois, il est destiné à du bois de chauffage ou c'est du bois pour la menuiserie, l'ébénisterie? Alors, on privilégie, donc là, typiquement, on rentre un peu plus dans la philosophie, l'approche de Cervère, c'est qu'on privilégie les usages nobles, les bois de qualité, quand on va faire, nous, nos choix civicoles. C'est qu'on va préférer essayer de produire du bois d'œuvre, du bois de construction. On va privilégier une sylviculture qui va produire ce type de bois-là. Ensuite, on va faire du bois d'industrie, palettes, etc. Et le troisième point, c'est du bois énergie. Mais on ne va pas s'interdire de faire du bois énergie. Il y a pas mal de débats, notamment dans la filière forestière, pour dire que c'est dommage de faire du bois de qualité qui va finir en bois énergie, et justement avec un impact sur l'environnement qui peut être questionné. Nous, Cervère, on ne s'interdit pas de le faire, mais ce n'est pas la priorité. Ou en Chine, on raconte que les Chinois viennent piquer tout le bois des Français. Il part là-bas et il revient en kit. Il paraît que c'est terrible. Ouais, c'est là où justement, quand je vous dis, il y a des missions. J'ai bien aimé sur la question aussi sur la mission de Cervère et en fait qui nous dépasse aujourd'hui sur questionner cet enjeu commun. Un autre point, c'est que sur les forêts françaises, pardon, je reviens sur la Chine. Pourquoi j'allais tirer un fil ailleurs. Ça reviendra peut-être tout à l'heure. Sur la Chine, en fait, c'est une toute petite partie du bois français. On en a beaucoup parlé dans les médias, oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a une prise de conscience sociétale sur la gestion forestière, mais il peut y avoir un engouement et un intérêt fort pour la forêt française. Ça devient un commun, mais voilà, la forêt, de plus en plus de gens se disent, elle appartient à tout le monde et les gens ont envie de se l'approprier, alors que beaucoup des forêts françaises sont privées. Et par rapport à cet engouement sociétal, on peut avoir peur des Chinois, on peut avoir peur des coupes rases, on peut avoir peur des professionnels forestiers même. Il y a une énorme crispation entre la société civile et les professionnels forestiers. Mais elle peut venir aussi d'une mauvaise image de la forêt. Pourtant, la forêt, quand on se balade à la campagne, on la voit facilement. Quand il y a des coupes rases, on les voit facilement. Quand elles sont gérées durablement, on les voit. Quand elles sont laissées à l'abandon, les forêts, pareil, on les voit.
Il y a pas mal voilà, de méconnaissances ou d'images qui peuvent être erronées sur les forêts. Quand on voit des reportages sur l'industrialisation des forêts, ça reste une minorité des forêts françaises qui sont industrialisées. La plus grosse partie des forêts, entre industrialisation, gérée durablement et laissées à l'abandon, c'est les forêts laissées à l'abandon. Beaucoup de forêts françaises sont laissées à l'abandon avec des petits propriétaires qui habitent loin des forêts et qui vont laisser leur forêt, en fait, ils ne vont pas s'en occuper. Ils ont 2-3 hectares à plusieurs centaines de kilomètres. Et du coup, l'idée de Cervère, c'est racheter des forêts à l'abandon et de les valoriser? Les deux, mon capitaine. Ça peut être de racheter des forêts à l'abandon et de mettre en place une gestion sylvicole. Après, ça peut être aussi très bien de laisser des forêts en libre évolution. Quand on utilise à des fins humaines déjà plus de 99% du territoire, laisser justement quelques confettis, quelques mètres de parcelles en libre évolution, ça peut être aussi un intérêt. Par contre, Cervère, ça ne va pas être notre priorité. On va pouvoir le faire. Donc, on va acheter des forêts qui sont aujourd'hui en libre évolution, laissées à l'abandon pour mettre en place une gestion. Et on va aussi acheter des forêts. Donc, on l'a fait là pour 3 d'entre elles, sur les 4. Sur 3 d'entre elles, c'est des forêts qui sont déjà gérées et sur lesquelles on va apporter cette sylviculture irrégulière. Donc, c'est des vendeurs, des personnes qui voulaient se débarrasser parfois ou voilà, qui voulaient vendre leurs biens. Et on continue ou on met en place une gestion sylvicole irrégulière, ça s'appelle. Marc, Max, tu considères que le Cervère réalise sa mission strictement par du rachat de foncier forestier. Vous vous positionnez comme gestionnaire de l'exploitation, mais vous n'imaginez pas votre rôle sur des parcelles dont vous ne seriez pas propriétaire. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas être gestionnaire forestier pour compte de tiers. On ne fait pas la gestion forestière pour d'autres. Par contre, on a de plus en plus de demandes, et c'est aussi ça dans les évolutions de Cervère en 2023, on pourrait faire de la gestion forestière pour le compte d'autres propriétaires. Après, aujourd'hui, on encourage vraiment des propriétaires forestiers qui aimeraient voir leur forêt gérée durablement. C'est une autre possibilité, c'est d'apporter leur forêt en nature au sein de Cervère. Ils reçoivent l'équivalent en part sociale. Par exemple, dans les 4 forêts, on a une parcelle de 8 hectares. Donc un couple, ils ont apporté la forêt, on s'est mis d'accord sur un prix, et ils ont eu l'équivalent de ce prix-là en part sociale. Et on met en place, donc là on va lancer l'inventaire forestier là, au mois de mai, on va faire un inventaire forestier, et on va mettre en place une sylviculture. Et ils nous ont dit, nous ça fait 10 ans qu'on ne s'occupe plus de cette forêt, il y avait une plantation, mais en fait on ne s'en est pas occupé après. On apprécie votre démarche. On leur dit, rejoignez-nous. Ça devient une parcelle Cervère. Vous pourrez continuer à vous y balader comme dans toutes les forêts Cervère. Ça ne sera plus votre forêt à vous, mais ils n'en étaient pas très attachés. Il y a des familles, ça on des commandes, hein. Il y a des familles qui sont très attachées à leur forêt. Là, on va pas leur acheter pour que ça devienne des forêts Cervère. Pour d'autres qui peuvent habiter plus ou moins loin de leur forêt, ou qui s'en ont détachés, ou qui n'ont pas forcément le temps, là on leur propose de faire un apport en nature. Et la question est de pouvoir faire de la gestion forestière pour compte de tiers. Mais ça, pareil, il faudrait faire évoluer nos statuts. Et il y a une surface minimale? Alors nous, sur l'achat de forêt, oui, Cervère, en fait, pour pouvoir mettre en place notre type de sylviculture, en fait, on ne va pas faire venir un bûcheron pour couper 3 arbres. Ça va nous coûter plus cher et lui, il va perdre son temps. Puis même en termes de chantier, ça ne va pas forcément être hyper intéressant, même pour le bûcheron. Donc nous, c'est plusieurs hectares et aujourd'hui, on se fixe en termes de minimum 10 hectares quand Cervère va venir allouer des fonds à un capital social pour acheter des forêts. 10 hectares minimum. En dessous, on préconise l'apport en nature. Donc là où les personnes... Pardon, ça coûte combien un hectare de forêt? J'imagine que c'est variable, mais en gros, c'est... Le prix moyen, il est de 4 à 5 000 euros l'hectare. D'accord. Et une parcelle de chêne mature ou de Douglas en monoculture, on est à plus de 20 000 euros l'hectare. Et une parcelle perdue au milieu de la montagne, une monoculture d'épicéa en mauvais état, dans une parcelle de forêt de montagne très en pente, on est à 1 000 euros l'hectare. Et aujourd'hui, sur ce prix, par exemple, ça c'est un autre enjeu, je ne sais pas aussi, pour des personnes qui ont des exploitations viticoles ou dans l'agriculture, je serais curieux de savoir si ça évolue. Nous, par exemple, en forêt, aujourd'hui, la valeur d'une forêt, elle est déterminée uniquement par, on va dire, le volume de bois sur pied et la qualité de ce bois. Si on était amené à tout couper, combien on pourrait gagner en tant que propriétaire forestier?
La valeur des forêts françaises aujourd'hui, elles sont définies comme ça. Il y a aussi une valeur de foncier, qualité du sol ou station, etc. Mais c'est infime sur la valeur d'une forêt qui est à 90% déterminée par le volume et la qualité de son bois. Si j'ai du Douglas ou du chêne, voilà, ça va valoir très cher. Et là-dessus, en fait, Server, on réfléchit à reconnaître les services rendus, tout ce qui est la valeur écosystémique de la forêt, donc les services rendus par la forêt en termes d'assainissement d'eau, de captation de CO2, etc., d'habitat pour la biodiversité, de lieux de tourisme, etc. Donc on est en train de travailler à reconnaître cette valeur-là et des services rendus par la forêt pour mettre à jour et pour voilà, faire évoluer cette façon dont on a d'évaluer en fait, la valeur des forêts. Je ne sais pas si vous avez des retours sur l'agriculture ou dans le domaine viticole. Est-ce qu'il y a des questions que vous posez ou comment sont déterminées la valeur des biens des exploitations agricoles ou des exploitations viticoles? Ça, après, ça dépend. Sur les hectares de vignes, ça dépend de l'appellation. Sur les forêts, nous, ici, il n'y a pas trop de notions, j'ai l'impression, de... Alors, on a beaucoup de chênes pubescents et de pins. Donc, il y a pas... effectivement, on est dans les 5 000 € l'hectare sur les forêts. Donc, ce qui reste, quand on est sur des chênes, moi, je suis sur un terroir où il y a beaucoup de chênes et qui poussent spontanément dans les vignes. C'est sûr que c'est plutôt intéressant. Moi, je rachète du bois, effectivement, soit pour faire de la forêt nourricière, soit aussi pour des questions de chauffage, puisque ça va devenir une ressource. Je pense qu'en région parisienne, par exemple, l'hectare de bois commence à valoir plus cher parce qu'il y en a de moins en moins à vendre, à mon avis. Alors qu'ici, il y a encore du bois à vendre, ça dépend aussi des régions et de ce qui se passe. Mais bientôt, quand on voit ce qui se passe en région parisienne sur le prix d'un hectare de bois parce qu'il n'y a plus rien à vendre, il se peut que ça se propage aussi sur le reste du territoire français en fonction de l'accessibilité aussi de ce bois. Quand on voit l'Alpelé, les bois, on a dépassé les 100 € le ster, alors qu'on était à 55 € le ster, nous, dans la région. On voit que comme l'eau, le bois, ça va devenir une ressource intéressante. Et effectivement, le chêne reste un bois de chauffage de qualité. Le pin, non, parce que le pin, c'est horrible. Mais après, nous, ici, on a des peupliers blancs, parce qu'il y a de l'eau dans la colline, donc on a des peupliers blancs, des pins et des chênes blancs. Voilà. Il y a quelques beaux chênes. Moi, j'aime. Enfin, même là, dans des bords de fossés, j'ai des parcelles. Enfin, on est inséré dans la forêt. Le vignoble est inséré dans la forêt, donc on a beaucoup de bois autour ou des haies dans les parcelles. Et c'est vrai que j'aime bien dégager les chênes, faire des beaux fûts pour avoir des beaux arbres qui prennent de l'ampleur. C'est majestueux, quoi. Voilà. Non, donc nous, par ici, on est à 4 000 à 5 000 €. Plutôt 5 000. Moi, je ne me lancerai pas dans des chiffres, mais si vous voulez, je pourrais vous partager des données parce que dans les différents projets, un peu dans un autre registre, mais dans les différents projets de recherche que nous conduisons pour l'agroforesterie, donc les arbres chez les agriculteurs, il y a toujours Alors, bon, il y a plein de volets qui sont étudiés, bien sûr, la biodiversité, la gestion des ressources en eau. Chaque programme a ses spécificités, mais on intègre toujours un volet sur les données économiques parce que c'est un gros enjeu pour les agriculteurs dans un secteur qui peine déjà à vivre de son activité, de se poser la question de mettre en place des systèmes agroforestiers. Et donc, on travaille sur la valorisation des bois agroforestiers. Dans l'élevage, ça va être la valorisation pour apporter une alimentation diversifiée aux animaux via la taille des arbres, mais on a aussi un projet de recherche avec l'école des mines d'Alès sur les matériaux biosourcés, c'est-à-dire voir comment la taille va pouvoir aussi apporter, permettre de faire un matériau biosourcé. Donc on travaille sur ces thématiques-là et on a quelques données, quelques éléments chiffrés, si ça vous intéresse, on pourra en partager. Oui, de toute façon, Max, tu vas m'envoyer ton support, comme ça je le partagerai au sein du groupe. Et on a un groupe WhatsApp aussi, là, pour ceux que ça intéresse, dans lequel on partage au sein de la communauté. Donc, faites-le moi savoir, comme ça je vous inscris dans le groupe WhatsApp pour ceux que ça intéresse. J'en profite. Et puis, Virginie, tu pourras y poster aussi, si tu souhaites, les éléments dont tu nous parles là. N'hésite pas.
Et puis, l'adresse de Max, tu peux nous la mettre si jamais certains d'entre vous souhaitent dialoguer avec Max en direct, n'hésitez pas, hein. Max, tu peux mettre ton mail ou ton téléphone sur le chat. Oui, je vous le mets. Super. J'ai entendu l'intérêt aussi pour l'impact carbone et c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels on travaille énormément. Et c'est des sujets j'allais dire, c'est pas le terme polémique, mais qui sont un peu, oui, crispés et crispants. Parce que nous, on fait des mesures d'impact en matière de carbone sur les arbres et c'est vrai qu'on ne se retrouve pas d'un point de vue scientifique et déontologique dans les méthodes de calcul généralisées. Donc, je rejoins vraiment Max, ce que disait Max là-dessus. Il faut être vraiment très attentif. Nous, on l'est énormément. De ne pas faire des raccourcis, de bien expliquer. On préfère faire de la pédagogie, expliquer les différents impacts en fonction des essences, des espacements, des sols. Enfin, il y a tellement de... On est dans le vivant, donc il y a tellement de variables qui rentrent en jeu. Donc, on trouve ça plus intéressant d'expliquer, de montrer tout ce qu'on sait et aussi tout ce qu'on ne sait pas pour ne pas faire des fausses promesses qui seraient biaisées et potentiellement dangereuses pour l'environnement, de fait. Et c'est hyper intéressant dans le sens où on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Dans le sens où on sait à peu près, on va dire, ce dont on a conscience, mais quand on a un manque de connaissances, etc., on ne sait pas que, si on ne s'interroge pas, qu'il faut un certain espacement, par exemple, entre les arbres, que certaines essences ne vont pas être adaptées en fonction des stations, etc. Sans se poser les questions ou sans être confronté au réel, on ne peut pas forcément s'en rendre compte. Et ce champ quand on interagit justement avec des citoyens, des citoyennes, on invite aussi de plus en plus d'écoliers, que ce soit des jeunes ados en formation professionnelle ou aussi des plus jeunes en école primaire. C'est hyper surprenant. Puis avec toute cette ingéniosité, ou même le fait qu'ils n'ont pas peur de poser des questions, et on découvre plein de choses. Et puis même aussi, nous aussi sur nos choix civicoles, mais il faut pouvoir observer, il faut pouvoir faire preuve de patience. Et là, je vous dis, en 3 ans, on fait notre première récolte de bois. La prochaine interviendra surtout certainement dans 2 ans et pas avant. C'est hyper espacé. Et entre-temps, il y a beaucoup d'observations. Il y a notamment beaucoup d'observations. Moi, j'ai une interrogation. Je suis en Normandie et j'ai l'impression que le foncier sylvicole est assez bloqué. Est-ce que vous trouvez suffisamment de parcelles disponibles? Non, c'est beaucoup plus difficile de trouver des parcelles disponibles que de nouveaux associés. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines de milliers d'euros pour trouver des forêts. Après, on pourrait mettre le prix, on pourrait mettre 2 fois le prix, on achète des forêts, ça, c'est pas un souci, avec notre, on va dire, la trésorerie à disposition. Par contre, acheter des forêts, et on en parlait, hein, l'engouement qu'il y a autour des forêts est impressionnant. Et pareil, William parlait de l'engouement pour le bois énergie. On marche sur la tête, c'est assez impressionnant. Et donc oui, c'est difficile de trouver des forêts, on va dire, à un prix qui soit raisonnable. Avec nous, on a une contrainte dans notre approche civicole, c'est qu'on ne va pas être là pour justement industrialiser les ressources forestières, les écosystèmes. On ne va pas en faire une maxi-production. Et donc pour ça, on ne peut pas se permettre d'acheter des forêts beaucoup plus chères que le prix. On peut les acheter parfois un peu plus cher que le marché, si on les veut vraiment, et parce qu'on a aussi cette idée derrière de long terme, qui est qu'on ne va pas forcément les revendre, nos forêts. Si on les achète, c'est pour les posséder pour plusieurs décennies. Donc on ne se pose pas forcément le prix le coût on va dire, le retour sur investissement quand on va revendre cette forêt. Mais aujourd'hui, en termes de prix, on marche sur la tête, et ça continue d'augmenter. Et en Normandie et partout en France. Et comment votre action est perçue par des organismes d'État comme l'ENF, etc.? Eh ben plutôt bonne. Alors, donc là, je rentre un petit peu dans le détail sur le contexte en matière de sylviculture. Vous avez pu certainement constater une certaine crispation entre société civile et anciens propriétaires forestiers ou gestionnaires forestiers traditionnels. Donc, quand on vient un projet citoyen pour acheter des forêts légères durablement, d'un point de vue des professionnels forestiers ou d'autres, ça peut être des collectivités locales ou l'ONF, des fois, on peut nous regarder avec des grands yeux. Mais finalement, quand ils voient dans notre démarche, non, on leur dit, non, nous, on va réinviter les citoyens, les mettre en forêt, on va leur montrer ce que c'est de mettre en place une exploitation sylvicole. Donc, on va venir récolter du bois,
Après, on n'est pas dogmatique, on n'est pas, voilà, dans notre approche, on ne va pas être donneur de leçons, on ne va pas venir manifester contre des coupes rases. On n'est pas dans cette approche-là, on est vraiment dans proposer des solutions constructives et on s'inscrit. Et quand on rentre dans un nouveau territoire, quand on achète une forêt dans un territoire, on est tout nouveau. Hein. On est plutôt dans une phase d'observation. Et par cette posture-là, d'observation, et qui voit que progressivement on fait de la sensibilisation avec le public, qu'on s'intéresse aux chartes forestières, progressivement, ils voient voilà, ce qu'on peut essayer d'apporter pour la forêt. Donc plutôt bien reçu même par les professionnels forestiers assez rapidement. Après, on peut avoir quelques problèmes, par exemple, on a eu des problèmes avec une association de chasseurs, mais ça s'est beaucoup mieux passé quand on a pris 1 heure autour de la table pour faire connaissance. Et donc maintenant, on discute avec les associations de chasse, parce qu'on n'est pas contre la chasse, justement, sur les parcelles cervères. Et on a besoin de la chasse, notamment pour une sylviculture irrégulière. On peut avoir besoin de la chasse, notamment sur la régulation du gibier. Et ben, on a discuté avec les chasseurs, et après une bonne discussion, justement, en faisant connaissance, ça se passe, on est plutôt justement bien accueillis. Ouais, c'est vrai que vous n'avez pas posé de questions. Très souvent, on l'a sur cette question autour de la chasse. Mais voilà, Cervère, on tolère la chasse. On ne va pas la mettre partout sur nos parcelles. Si elle n'existe pas, on ne va pas en mettre mettre en place une. Ça peut être un intérêt hein, quand on est propriétaire sylvicole. On peut aussi avoir des revenus dans le modèle économique. Je ne sais plus qui posait la question sur le modèle économique. On peut avoir des revenus issus de la chasse ou de la pêche qui peuvent venir dans le business model, dans le modèle économique. Nous, ils ne rentrent pas dedans. Après, aujourd'hui, on n'a pas de revenus issus de la chasse. Alors moi, j'ai vu qu'il y avait des formes de... Alors, je ne sais pas si tu les appelles des concurrents, mais il y a d'autres initiatives qui ressemblent au Cervère. J'ai noté, moi, il y en a une qui s'appelle Green Forest. Il y en a une autre qui s'appelle la forêt hospitalière, qui sont, me semble-t-il, des groupements forestiers citoyens aussi. Donc, on voit bien qu'il y a un mouvement qui va bien au-delà. Alors, est-ce que tu les connais? Est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence avec le Cervère, s'il y en a une? Voilà. Il y en a une autre, a priori, qui a l'air de marcher fort, c'est Écoterie. Oui, et Écoterie, mais qui n'est pas un groupement forestier en tant que tel. Mais je vais revenir sur le modèle d'Écoterie juste après. Green Forest, Avenir Forêt, le groupement forestier Sauvons les feuilles dans le Morvan, ou un autre exemple, Marc, que tu as cité. Là, ce sont des groupements forestiers, et aujourd'hui, beaucoup de groupements forestiers sont des groupements forestiers avec des citoyens locaux sur un massif, et qui ont, on va dire, une envergure sur un massif forestier. Et la différence avec Cervère, c'est que Cervère, on va avoir une vocation nationale tout en ayant des branches locales. Cervère, on a fait le choix dès le début, quand on le pouvait, de pouvoir se professionnaliser un peu sur le modèle, on va dire, terre de liens dans l'agriculture, sur par exemple le modèle Railcoop ou autre, c'est d'être une structure, on va dire, à terme foncière, qui s'est professionnalisée dans ses choix de gestion, dans son organisation, sa gouvernance et dans son développement. Et le but, c'est vraiment de ne pas réinventer la roue. Là, on le voit avec beaucoup de groupements forestiers, en fait, ils réinventent la roue, ils refont des statuts, ils refont un modèle de gouvernance locale, etc. Avec Cervère, on souhaite avoir une taille nationale, tout en ayant une approche locale. C'est que Cervère, aujourd'hui, on est en train de créer notre 6e branche locale. On a une branche locale autour de Lyon, on a une branche locale autour de l'Ardèche, on a une branche locale en Île-de-France, on a une branche locale dans le Sud-Ouest et une branche locale dans les Alpes. Et ce sont ces branches locales-là, des groupes d'associés, qui portent Cervère localement. Donc, on essaie de concilier approche locale et gouvernance nationale. Ça, c'est sur les différences. Après, on travaille beaucoup parce qu'en fait, on promeut la même sylviculture, la même approche en matière de gestion forestière que d'autres groupements forestiers. En fait, ce sont des gestions sylvicoles, des gestions des écosystèmes forestiers basées sur la nature, fondées sur la nature, ou qui promeut la diversité des essences, qui promeut de faire des coupes plus régulières, mais moins intensives, etc. Donc, on se rejoint sur ces pratiques-là. Et on échange ensemble, et notamment au mois de mai, on aura une réunion nationale des groupements forestiers citoyens. Après, voilà, on est plutôt le groupement forestier national avec des branches locales. Beaucoup de groupements forestiers sont des groupements forestiers de massifs ou de départements, maximum région. Est-ce que vous faites des plantations artificielles au sein de... On est en train d'en préparer une. On va en faire 2.
On va en faire une parce qu'en fait, on est face à un échec sylvicole. On a des Epicea, Sitka, qui sont morts de scolytes. Donc, c'est un insecte qui est venu sur 1,5 hectare. On a 90% du peuplement qui est mort et on a peu de régénération naturelle. Si on avait une régénération naturelle, on aurait fait la régénération naturelle. Donc, on a cette plantation-là, suite à une attaque sanitaire. Et on a une deuxième plantation là d'enrichissement. En fait, on va faire un test avec un programme de recherche européen. On va tester des essences européennes, d'Europe de l'Est, pardon. On va tester des essences d'Europe de l'Est, un hêtre et du sapin d'Europe de l'Est, sur nos essences. Donc, on va faire une plantation suite à une attaque sanitaire et une plantation, on va dire expérimentale, pour tester des nouvelles essences sur le territoire. Mais on en fait peu. Nous, notre plantation naturelle, la plantation, c'est la plantation naturelle, c'est la régénération naturelle. C'est les sapins, les chênes, les hêtres qui diffusent des milliers de glands à leurs pieds chaque année. Il y a moins besoin de travailler. Avec le réchauffement climatique, peut-être que ça va être une approche différente alors pour l'avenir? Oui, très bonne question. Et c'est là, comme je vous le disais, face au réchauffement climatique, on va dire l'accélération est monumentale. Il y a 19 000 ans, on avait 4 degrés de moins dans l'atmosphère. Il y a 19 000 ans. Depuis la révolution industrielle, sur les 200 dernières années, on a fait déjà plus 1 à l'échelle de la planète. Mais alors, quid du Mont Blanc, où là on est à plus 2,5, plus de 2 degrés. Enfin, voilà, bon. Le réchauffement climatique, voilà, sur quelques centaines d'années, on est déjà à plus d'1 degré d'évolution des températures. À la fin du siècle, on est entre plus 2 et plus 4 degrés. L'accélération est monumentale. Et en fait, ce n'est pas forcément la température sur les forêts qui est importante. Nous, on regarde surtout, c'est la pluviométrie et la répartition des pluies tout au long de l'année. Et on a des essences, par exemple, le Douglas, on sait que c'est de telle saison à telle saison, de tel mois à tel mois, où il a besoin d'emmagasiner de l'eau pour sa croissance. Le hêtre, ça va être une autre période, le sapin, etc. Et en fait, c'est surtout donc l'eau qu'on regarde. Et par rapport à ça, à cette accélération, en fait, on a deux approches. C'est une approche fondée sur la nature. On dit, bah, nous, on va juste sélectionner on va laisser les bons spécimens, les arbres qui sont en bonne santé, sur la parcelle. On va les laisser, puis on va aussi les laisser se reproduire, diffuser des glands, etc., pour pouvoir se reproduire. Et la deuxième approche, oui, c'est qu'on fait des peuplements, on fait de la plantation d'enrichissement. Et là, face au réchauffement climatique, c'est de se dire non, la parcelle, par exemple, de sapins à 600-700 mètres d'altitude, dans 30-50 ans, il n'y aura plus de sapins à 600-700 mètres d'altitude. Il faut qu'on apporte des nouvelles essences. Et ça, en fait, on commence dès maintenant. Donc, on vient d'acheter des forêts à l'échelle de la forêt. On a 3 ans d'existence, c'est rien du tout. Et donc là, on se dit, on va tout de suite, on va essayer de faire des peuplements d'enrichissement progressifs en apportant 5 à 10% d'une nouvelle essence sur 10 ans. Alors, pour info, le mois prochain, au mois de mai, je crois que c'est le 2 mai, le mardi 2 mai, on accueillera, non pas Max, mais une personne qui est animatrice d'un club APM à Paris et qui nous parlera des ateliers de l'adaptation au changement climatique. Donc, inspirée de la fresque du climat, elle propose des ateliers pour les entreprises d'adaptation au changement climatique et il est possible qu'elle intervienne en tant qu'expert au sein de l'APM d'ici quelques mois, quoi. Donc voilà. Donc elle viendra nous en parler le mois prochain, pour info. Bon, vous aurez les infos, j'enverrai le lien une semaine avant. Et c'est hyper difficile. Quand on est dans une société où l'homme a envie justement de tout contrôler, on a l'habitude de contrôler, on contrôle notre temps, on contrôle notre agenda, on ne va pas contrôler nos amis, etc., mais on va faire des choix dans nos amis, dans nos activités, nos réunions, notre emploi du temps. On fait des choix aussi dans comment on va passer notre temps. Et là-dessus, en fait, se dire par rapport aux forêts, c'est hyper difficile en tant qu'être humain. Et quand on a envie d'avoir des résultats, des résultats au bout d'1 an, au bout de 5 ans, il faut vraiment faire preuve de patience. Et là, la forêt, quand les résultats, c'est au bout de 10, 20, 30 ans, en fait, même moi qui ai plus de 30 ans, je verrai les résultats de la forêt, je les verrai qu'au début de ma retraite. Et ça, c'est pas forcément frustrant. Pardon ? C'est pas rassurant pour nous. Ça.
Mais à ce niveau-là, c'est que l'impact soit sur les forêts qu'on vient d'acquérir, on va essayer de faire des plantations ou de l'enrichissement ou faire confiance aux dynamiques du vivant en sélectionnant juste sous forme de coupe quelques essences d'arbres. En fait, on va en voir le résultat dans 20, 30, 40 ans. Et une bonne partie de notre vie autour de la table sera passée. Oui. Moi, je viens de planter des cerisiers, j'espère que j'en aurai avant. Ouais, ça va Ah, plus vite, les là. cerisiers, c'est moins de 10 ans, non, pour les premières cerises? Ouais, on m'a Non. vendu même moins. Ouais. J'espère. Pardon? On m'a dit 4-5 ans. On m'a dit. Ouais, Je pense ouais, que 4-5 ans. 4-5. Peut-être un pot de confiture d'ici là. Voilà. Ben, un arbre, nous, on les récolte. Un arbre donc, peut vivre plusieurs centaines d'années. Hein. On peut commencer à les récolter. Il y en a qui commencent à les récolter au bout de 40, 50 ans. Nous, Servère, on essaie de les faire aller plus loin. Ouais. Les arbres Et pour voilà. la charpente de Notre-Dame, c'était plusieurs centaines d'années, non? Exactement, les chênes, oui, de forêt domaniale notamment, c'est plusieurs centaines d'années, oui. Et en fait, avec des arbres voilà, qui ont plusieurs centaines d'années, imaginez la résistance et la puissance de résistance justement des fibres de bois qui ont poussé, qui ont mis 100, 200 ans, voilà, presque 200 ans pour pousser. C'est Oui. en matière de résistance mécanique. À côté de Montauban, il y a une fabrique de tonneaux de vin de haut de gamme, là, apparemment. Et ils achètent des chênes de la forêt de Tronchet, je ne sais pas exactement où c'est. Et d'autres chênes d'une autre forêt, je ne sais plus. Et vraiment, il y avait des gens dans le vin là tout à l'heure. Apparemment, quand on est certains types de vins de certaines qualités, on va mélanger pour le même tonneau des planches de chêne de telle forêt et des planches de chêne de telle autre forêt. Alors moi, ça me dépasse absolument. Je trouve ça incroyablement poétique. À moins que ce soit scientifique, mais je ne sais pas. Bref. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un a une dernière question pour Max, ou est-ce que Max, tu as un mot de conclusion à nous donner? N'hésitez pas. Il y en a qui ne sont pas exprimés. Oui, Nicolas? On entend pas mal parler de remise en cause du modèle agricole ou agronome actuel à cause de l'érosion des sols, à cause de l'utilisation de pesticides, etc., qui est des fois abusive. Et on va peut-être se poser la question aussi des engrais, parce qu'il y en aura peut-être de moins en moins qui vont coûter de plus en plus cher. Est-ce que vous avez ouvert des liens vers des nouveaux écosystèmes agricoles qui parlent de revenir effectivement avec des modèles d'exploitation des terres avec de la pâture, avec éventuellement de l'agroforesterie et de la grande culture et du maraîchage? Ou est-ce que c'est un sujet qui n'est pas exploré pour vous? Alors, c'est-à-dire si vous pouvez un petit peu préciser, juste avant, on discute avec des acteurs agricoles, que ce soit des paysans, des agriculteurs, parce que des fois, ils peuvent avoir des bouts de forêt alors qu'ils n'en font pas grand-chose sur leur parcelle. Ça, c'est des échanges qu'on a ensemble. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin aujourd'hui. Ouais, et puis peut-être que ces gens-là auraient des parcelles à valoriser finalement peut-être plus en sylvicole qu'autre chose. Ça dépend des terroirs, évidemment, des positionnements de parcelles et compagnie, mais voilà, c'est une piste, à mon avis. Alors, nous, on est de plus en plus sollicités avec des thématiques et sur les exploitations agricoles, par exemple sur des personnes qui vont vouloir planter des arbres, etc. Mais après, je pense que vous l'aurez compris avec notre échange aujourd'hui, c'est que chez Servère, on va avoir cette vision plutôt écosystémique et de gestion des écosystèmes forestiers. Donc cette approche globale est plutôt tournée vers des écosystèmes forestiers. Après, on pourra faire des partenariats pour des plantations d'arbres, etc., avec des exploitations agricoles, etc. On peut aller jusqu'à des forêts nourricières ou des forêts de type Miyawaki, avec des plantations assez denses, sur des zones sur quelques milliers de mètres carrés. Mais nous, c'est pas l'essentiel de notre impact. On va vraiment viser des forêts et des écosystèmes de plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'hectares. Aujourd'hui, on est plus à concentrer notre énergie pour acheter des forêts de plusieurs dizaines, centaines d'hectares que faire... Il y a d'autres acteurs qui le font beaucoup mieux que nous pour avoir cette approche plutôt par arbre. Mais il le faut aussi. Hein. Pour le coup, jamais je dirais qu'il faut avoir seulement une approche écosystémique globale de plusieurs dizaines. Il ne faut pas du tout raisonner seulement sur cette échelle.
Et vous êtes nombreux et nombreuses autour de la table à réfléchir, on va dire, avec l'approche très très locale, ou même de réfléchir à l'arbre, au mètre carré. Et il en faut. Et c'est hyper bien là-dessus. Et on peut justement enrichir nos expériences là-dessus. Autre question, point que quelqu'un voudrait soulever en conclusion? Non, moi, je veux juste dire bonsoir parce que je suis attendu. On va tous aller dîner. Avant de se faire disputer. Ceux qui sont en En télétravail, tout je ne sais cas- pas, mais moi, je suis encore au bureau. Donc... Bon. Tout pareil. Bonne soirée à Ben, tout le monde. Merci pour les échanges. Et on reste en contact les uns les autres. Alors, il y a Virginie, mais nous avons de nombreux travaux pouvant répondre aux questions de Nicolas, notamment 2000 pieds sur terre. Alors, il faudrait qu'on... Bien sûr, Ouais, oui. c'est sur les questions de Nicolas relatives à l'agroforesterie, au système agricole, parce que c'est vraiment l'objet de nos travaux de recherche, en fait. Diminuer les produits phyto, mieux gérer les ressources en eau, créer des microclimats qui soient utiles à la production agricole. C'est vraiment spécifique. Mais Virginie, ce que je te proposerais bien, si tu veux, c'est d'intervenir aussi à l'occasion lors d'un webinaire pour présenter un peu votre recherche. Et ça pourrait être sympa, Alors, mai, c'est pris, mais juin, juillet, je ne sais pas si on en fera, mais au mois de juin, peut-être. Ouais. Bon, les travaux de recherche durent des années, donc on a le temps, comme vous pourrez. Mais peut-être je mobiliserai plutôt un de nos chercheurs, parce que vous s'il y a des pouvez intervenir à deux. techniques, Y a pas de... ça sera peut-être plus un de nos chercheurs qui pourra répondre vraiment avec des données scientifiques que je n'ai pas. Ouais, ce serait cool, oui. Je le note. Alors, vous êtes pas mal à m'avoir demandé de participer au groupe WhatsApp, donc je vais vous inscrire. N'hésitez pas à vous présenter en 2 mots pour les autres lorsque vous entrez dans le groupe, quoi. Mais je vais vous inviter d'ici 1 ou 2 jours, quoi, le temps que je fasse tout plein de trucs. Voilà. En tout cas, Max, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as alloué. Et puis, merci à tous de votre participation. Alors, Sébastien, tu n'as toujours pas montré le bout de ton nez, mais voilà, si jamais tu veux dire un mot en conclusion aussi, non, si tu nous entends. On ne sait pas qui est Sébastien. Non, toujours pas de Sébastien. Bon, ça sera l'homme mystère de la soirée. Et puis, oui, Max, on reste en lien. Voilà. Merci en tout cas beaucoup. Ouais. Et puis, notamment si tu veux des liens avec les gens de la forêt comestible de Dicon, on en a beaucoup. Fabrice Desjours, Claire Moquier et d'autres. Voilà. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour vos questions, d'avoir pris le temps. Et justement, c'est un des mots que je vais retenir de notre échange ce soir, cette notion et ce rapport par rapport au temps. Virginie l'a évoqué, vous avez été plusieurs à l'évoquer. Et un petit point, nous, on a commencé à faire, en fait, c'est pour des comités de pilotage, des copiles, où on ne le fait pas encore sur des agents, on est trop nombreux, mais sur des réunions importantes d'une demi-journée ou d'une journée entière. En fait, on fait des réunions maintenant en extérieur. Et pas que pour Cervère. Je suis aussi impliqué dans d'autres organisations. Et en fait, on fait des copiles randonnées. On fait des comités randonnées. Et en fait, on aborde l'ordre du jour, on marche, on randonne, on serre l'esprit, et on prend une pause et on discute. On discute d'un sujet, sans présentation, juste avec une bouffée d'oxygène, son cerveau et son cœur. Et on le découvre là, depuis quelques mois. On s'est remis là, avec un peu moins de neige en pleine. En fait, c'est des expériences que je trouve exceptionnelles. Bon, voilà. Je vous partage cette notion du temps. Et ça peut être cette déconnexion, mais ce rapport au temps. Merci à toutes et à tous pour vos questions, votre curiosité. Et puis, bonne continuation. Au plaisir de continuer à échanger ensemble sur des découvertes. Salut, merci. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. À bientôt.